peut commencer. D'abord, merci à tout le monde pour avoir accepté notre invitation. Seulement quelques mots très rapides d'introduction de ma part pour situer cette nouvelle réunion que nous organisons dans le contexte de la mise en œuvre d'un dispositif très articulé pour la gestion du contentieux découlant de la réforme 2014. Donc nous avons organisé un effort collectif d'un nombre très important d'organisations syndicales, de listes dans les différentes institutions, effort qui reste ouvert à la contribution de tout le monde. Et nous nous réjouissons qu'il y ait des contacts maintenant très intensifs pour que la suite de cet exercice, qui sera la présentation des recours au tribunal, puisse se faire cette fois-ci dans l'unité la plus totale avec l'ensemble de la représentation du personnel de toutes les institutions et de toutes les agences qui se retrouveraient à défendre les mêmes recours devant le tribunal. Nous en sommes à la phase finale de la première partie qui est le dépôt des réclamations. Vous avez déjà pu suivre par le biais de nos messages et de notre site l'ensemble des réunions que nous avons organisées dans les différentes institutions. Vous avez aussi pu apprécier l'ampleur de l'effort que nous avons mis en œuvre en rassemblant pour la première fois dans l'histoire du contentieux de la fonction publique pas moins que 7 cabinets d'avocats spécialisés, chacun ayant été chargé de suivre une ou plusieurs actions. Et maintenant, nous en sommes à la réclamation concernant l'adaptation ou la non-adaptation de nos salaires et de nos pensions pour 2011 et 2012. Je ne pense pas que je dois vous faire l'historique de ce qui s'est passé, de comment la proposition a été présentée par la Commission, comment elle a été torpillée par les conseils. J'ai trouvé le résumé de ces processus assez pénibles préparés par Ludovic dans le dernier journal de l'Union syndicale particulièrement détaillé et bien fait. D'ailleurs, je m'excuse si dans notre communication apparemment on a fait du plagiat parce que je m'étais inspiré pas mal de l'historique que tu avais dressé et notamment de la phase la plus pénible qui était notre institution qui démissionne de son rôle de garant des procédures et de toute sa crédibilité politique et technique en présentant deux propositions à 0,9 qui de toute évidence, mais même par rapport aux explications qui nous ont été données, ne reposaient sur aucune base juridique. Et la seule logique derrière était qu'il était mieux de proposer 0,9 parce que c'était moins qu'un, et en proposant moins qu'un, on avait plus de chances que les conseils l'acceptent. Vous comprenez bien que si on entame une négociation sur de telles bases, il devient difficile, sinon pas impossible d'aboutir. Pour le reste, nous allons faire les points des premières réponses qui sont transmises aux réclamations qui ont été introduites sur les délais de route, sur les frais de voyage. Et il est évident que nous travaillons ensemble avec nos avocats pour convaincre les AIPN à accepter une logique d'économie d'efforts vis-à-vis du tribunal et d'introduire un certain nombre de recours pilotes qui seraient par la suite, si les effets sont positifs, élargis à tous les collègues, en évitant d'engouffrer le tribunal avec des centaines de recours totalement inutiles, parce que nous savons tous que toutes les affaires seraient suspendues et une seule affaire serait éventuellement plaidée. Bon, je pense qu'on fera les points de tout cela dans quelques jours, dès qu'on aura les premières réponses. Pour l'instant, je vous propose de nous concentrer sur la réclamation qui nous occupe. Le dispositif est toujours le même. Nous avons d'abord voulu éviter de vous distribuer des formulaires sans que vous puissiez d'abord en comprendre tous les détails. Introduire une réclamation reste quand même un acte individuel important. Ce n'est pas comme s'inscrire dans un club de gym. Il faut bien savoir à quoi on s'engage. Et deuxièmement, nos avocats ont toujours pu profiter de vos questions, de vos sollicitations pour compléter les modèles qu'ils ont déjà établis. Et c'est à la suite des réunions comme celle d'aujourd'hui que nous allons mettre à votre disposition le modèle finalisé de réclamation qui prendra en compte les observations, les remarques que vous allez pouvoir formuler après l'exposé de nos conseils, que je pense je dois maintenant vous présenter.
présenter. C'est Maître Rodriguez, je ne connais pas votre nom, Maître Fonda, qui ont été chargés de ces recours, qui travaillent avec plusieurs organisations syndicales, notamment avec les collègues du RCP, qu'on a le plaisir d'avoir à la table, qui font partie du dispositif mis en place. Il y a Justina Scarabone, qui est la présidente de la Conf RCP, et Sébastien Winkel, qui est le président du comité du personnel de l'agence ERCA. Il y a Georges Pirou pour Ufolio, qui participe aussi à cet effort. Il y a Stéphane Grèche de Génération 2004, que je tiens à remercier tout particulièrement pour nous avoir aidé dans la traduction en anglais du modèle de formulaire. Pierre-Philippe Bacry pour l'FFP n'a pas pu assister. Ah ouais, voilà. Tu t'attendais à la table, je ne sais pas pourquoi tu te caches. Voilà. Et en tout cas, si vous allez sur notre site, vous allez découvrir toute la panoplie de sigles, organisations syndicales qui dans les différentes institutions participent. Il y a des collègues des conseils qui sont au fond de la table. Nous avons vraiment essayé de rassembler les plus grands nombres et les peu qui manquent, on va essayer de les avoir avec nous pour l'action devant le tribunal. Voilà, je pense que j'ai déjà trop parlé et je cède maintenant la parole à Maître Rodriguez qui va vous présenter la logique de la réclamation qui est présentée et par la suite il y aura des sessions questions-réponses. Je ne pouvais pas oublier de vous dire que nous sommes filmés parce que nous mettons par la suite à la disposition des collègues qui sont notamment éloignés de Bruxelles en délégation l'enregistrement de la séance. Si jamais lors de la question-réponse qui suit, vous ne souhaitez pas que votre question soit enregistrée, vous nous le dites et nous allons interrompre l'enregistrement. Voilà, Stéphane. Cristiano? Oui, j'entends. Ah oui, Miguel. Bonjour Miguel. Bonjour Cristiano. Simplement, avant peut-être de passer la parole, si tu es d'accord, donc au bureau d'avocat qui va présenter la réclamation, simplement signaler, nous avons ici aussi à Luxembourg la présence de Maître Salerno qui a déjà collaboré avec Maître Orlandi dans le cadre du contentieux que nous suivons, ainsi que Philippe Singer qui fait partie du cabinet de Maître Salerno et qui, étant donné qu'ils sont ici, voudrait bien, une fois que la présentation sera faite, pouvoir émettre certainement un certain nombre de considérations techniques à l'attention donc des avocats auteurs de ce projet de réclamation. Merci beaucoup. Toujours avec plaisir et surtout nous nous réjouissons qu'au Luxembourg vous avez été capable de mettre en place un effort totalement unitaire parce que toute la représentation du personnel s'est jointe à cet effort. C'est dont nous n'avons pas tout à fait été capables à Bruxelles, mais nous y travaillons quand même. Stéphane. Merci Monsieur le Président. Donc comme ça a été indiqué, l'idée est double. D'une part, c'est de présenter un peu la logique de la démarche qui sous-tend ce projet de réclamation. Et le deuxième objectif, c'est de permettre, grâce à vos remarques, à vos questions, d'établir, de finaliser un projet définitif qui sera donc enrichi grâce aux différentes interventions de ce jour. Alors, si on peut peut-être utiliser les diapositives. Mais je pense que vous pouvez peut-être déjà sur votre... Ah voilà, très bien. Maintenant, voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons peut-être, parce que ça peut être utile, rappeler le cadre juridique applicable, car même si cela s'inscrit, comme l'a dit le Président, dans la réforme du statut de 2013, entrée en vigueur au début de cette année, il faut savoir qu'ici, s'agissant des adaptations salariales pour les années 2011 et 2012, le cadre de référence n'est pas le nouveau statut tel que modifié, mais le statut tel qu'il était dans sa version antérieure, puisqu'il s'agit de faire application d'une disposition particulière du nouveau statut, à savoir, pour entrer dans le détail, l'article 19 de l'annexe 13, l'annexe 13 qui porte un certain nombre de dispositions transitoires, et dans la version nouvelle, donc telle que modifiée par le règlement de 2013, il est bien indiqué qu'un certain nombre de dispositions restent d'application pour notamment l'adaptation salariale,
afin de tenir compte d'un arrêt ou de plusieurs arrêts de la Cour de justice. Or, c'est précisément ce qui s'est passé. On va y revenir avec un rappel des faits dans quelques instants. Et donc, le cadre juridique est celui des articles 65, 65 bis et 82 notamment du statut, en vertu desquels, comme vous le savez probablement, donc je peux peut-être aller vite, le Conseil doit procéder chaque année à un examen du niveau des rémunérations et procéder, si il l'estime approprié, à ce qu'on appelle une adaptation de vos rémunérations. Les modalités d'application sont détaillées dans une annexe du statut, c'est l'annexe 11. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que, j'essaie évidemment de résumer, c'est que cette annexe prévoit en quelque sorte deux méthodes, on peut appeler ça comme ça, deux méthodes pour adapter les rémunérations, ce qu'on pourrait appeler la méthode normale, c'est ce que la Cour de justice d'ailleurs appelle la méthode normale, qui donne lieu à un calcul mathématique sur la base d'un certain nombre d'éléments et d'indices prévus par l'annexe 11. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces indices, mais sur rapport de la Commission, le Conseil prend en compte ces indices et procède à l'adaptation. Et puis il y a une deuxième méthode exceptionnelle qu'on appelle précisément la clause d'exception, qui dit que en cas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale, alors la Commission doit procéder à un autre type de rapport qui ne donne pas lieu à un calcul mathématique, mais uniquement d'un pourcentage d'adaptation qui tienne compte de la détérioration de la situation économique et sociale. Voilà donc le cadre juridique rappelé, et c'est important d'avoir en tête cette possibilité de méthode, soit méthode normale avec un calcul sur la base d'un certain nombre d'indices où on prend en compte notamment l'évolution des rémunérations, des pouvoirs d'achat et des rémunérations des fonctions publiques nationales de plusieurs pays de référence, ou la clause d'exception. Alors on en arrive au deuxième aspect, donc si on peut avancer, voilà, le rappel de la chronologie des faits, ça a déjà été en partie dévoilé par le président de séance. Il va y avoir en fait très clairement un débat, pour prendre un euphémisme, des négociations très dures qui vont avoir lieu entre la Commission d'une part et le Conseil d'autre part. Car le Conseil, à partir de décembre 2010, va considérer qu'on est en présence d'une crise économique et financière importante qui a provoqué justement une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale dans plusieurs États membres, et va alors demander à la Commission un rapport sur le fondement non pas de la méthode normale, mais de la méthode exceptionnelle, de la clause d'exception, puisque le Conseil part du principe que nous sommes dans une situation exceptionnelle. La Commission va donc évidemment devoir présenter son rapport en précisant de son côté qu'elle n'estimait pas que la situation, la détérioration était aussi grave que pouvait le penser le Conseil, et donc la Commission estime qu'il n'y a pas lieu de présenter une proposition fondée sur la clause d'exception. Et donc c'est à partir de là qu'il va y avoir un véritable débat, pour ne pas dire une passe d'armes, mais ça je pense que vos autorités syndicales ont suivi l'histoire bien mieux que nous, qui va faire en sorte qu'il y a une confrontation de positions. Est-on oui ou non dans une situation extraordinaire? Et donc ça va amener la Commission
à faire une proposition sur le fondement de la méthode normale, et si je ne m'abuse, qui va permettre de proposer une adaptation, je crois, de 1,7% voilà. Le Conseil, évidemment, furax, pourrait-on dire, de la position prise par la Commission, va décider de ne pas adopter cette proposition de règlement, et ça va conduire à des actions contentieuses engagées à la fois par la Commission et par le Conseil pour demander en quelque sorte à la Cour de justice d'arbitrer la discussion. Alors, je passe sur les autres faits, puisque entre-temps, en attendant les arrêts de la Cour, la Commission va devoir présenter de nouveau un rapport et des propositions, mais l'arrêt de la Cour tombe il y a peu, donc il y a à peu près 6 mois, et pour faire court, l'arrêt de la Cour peut être résumé en 3 points essentiels, qui me paraissent essentiels. Premier point, le juge de l'Union va considérer que pour constater l'existence d'une détérioration grave, seul le Conseil est en mesure d'interpréter une telle condition. Donc, premier point de l'interprétation de la Cour. Deuxièmement, dit la Cour, puisque c'est au Conseil de constater ou non qu'il y a détérioration grave et soudaine de la situation, si le Conseil décide de constater qu'il y a effectivement une telle détérioration, alors la Commission est tenue, dit la Cour, de faire des propositions qui tiennent compte de cette base d'exception, de cette clause d'exception. La Cour dit bien est tenue. J'ai l'arrêt sous les yeux. Lorsque le Conseil constate qu'il existe une détérioration grave et soudaine, la Commission est tenue de soumettre au Parlement et au Conseil des propositions appropriées sur le fondement du statut. Mais, troisième point, attention, troisième point de l'arrêt, la Cour estime que, néanmoins, la Commission dispose tout de même d'une marge d'appréciation quant à la question de savoir quelles mesures peuvent lui paraître appropriées pour tenir compte justement de la situation. Et dans résultat de ce raisonnement en trois étapes, en quelque sorte, eh bien, pour ce qui concerne le cas de figure, la Cour tranche en estimant que le Conseil n'était pas obligé d'adopter la proposition de règlement que lui avait présentée la Commission sur la base de la méthode normale. Donc, évidemment, pour se conformer à l'arrêt, dans la mesure où le Conseil avait entre-temps confirmé de son côté sa position sur la détérioration de la situation économique et sociale, la Commission a été tenue de présenter une proposition de nouveau au Conseil et, comme l'a dit le Président tout à l'heure, en utilisant cette fois-ci la clause d'exception, elle avait proposé 0,9% et pour 2011 et pour 2012. Et c'est ce qui a conduit à une nouvelle négociation avec le Conseil. Et le résultat, vous le connaissez tous maintenant. Cette négociation a abouti à 2 règlements qui ont été adoptés le 16 avril dernier. Le règlement 422 et le règlement 423 de l'année 2014, et qui respectivement décident d'une adaptation salariale de 0% pour 2011 et de 0,8% pour 2012. Nous sommes donc face à cette situation juridique qui a été créée par ces 2 règlements suite à l'épopée que j'ai essayé
de résumer en quelques mots. Alors, passons alors au troisième point. Il s'agit maintenant d'identifier, évidemment, le cadre contentieux. C'est peu de dire que les syndicats ne sont pas très contents, évidemment, de la manière dont ces règlements ont été adoptés et du contenu même, évidemment, de ces règlements. Et c'est à ce titre qu'ils ont décidé de réfléchir à une action contentieuse. À cet égard, le premier réflexe, évidemment, qu'il faut avoir, c'est de pouvoir identifier l'acte faisant grief. Si vous avez en tête de faire une réclamation en disant « je ne suis pas d'accord avec cette adaptation », la première possibilité, c'était de se dire « on va attaquer le règlement, les deux règlements », mais les conditions de recevabilité d'un tel recours sont extrêmement strictes, pour ne pas dire presque impossible à réunir, en tout cas très hasardeuse. Et donc il y a une deuxième possibilité, c'est d'attendre que l'administration ait tenu compte et fait application de ces règlements par des actes individuels. Or, c'est ce qui s'est passé. Pardon. Donc d'attendre que l'administration fasse application des deux règlements, des deux actes législatifs qui ont été adoptés, et en fasse une application individualisée à chacun d'entre vous. Et comment l'a-t-elle fait ? Eh bien, évidemment, à travers votre bulletin de rémunération, du moins celui qui vous a été notifié juste après la publication au journal officiel de ces deux règlements, qui est intervenu fin avril, et d'après les informations que j'ai eues de vos syndicats, ce bulletin serait arrivé autour du 15 mai, ou le 15 mai en tout cas, en termes de notification via le système adéquat. Les pensionnés, c'est le 30. Et donc j'apprends que pour les pensionnés, vous avez reçu l'application le 30 mai. Alors, pourquoi préciser ces dates ? Évidemment, ça a une importance fondamentale pour permettre de respecter le délai statutaire pour introduire une telle réclamation. Car, comme vous le savez certainement, de votre côté, l'article 90 du statut, dans son deuxième paragraphe, qui est la base juridique qui vous autorise à vous plaindre d'un acte vous faisant grief et qui vous autorise, qui vous permet, qui vous donne le droit de déposer une réclamation, enferme ce droit dans un délai strict de 3 mois à compter de la notification ou de la prise de connaissance éventuellement de l'acte vous faisant grief. Donc si on part du principe, en partant d'une interprétation stricte, on part du principe que vous avez été notifié le 15 mai pour ce qui concerne les bulletins de rémunération ou pour les pensionnés donc le 30 mai, c'est à compter d'une de ces deux dates qu'il faut faire courir le délai de 3 mois. Et donc vous avez a priori jusqu'au 15 août pour introduire la réclamation que vos syndicats sont en train de finaliser avec nous et qu'on va tâcher de finaliser et d'améliorer grâce à vos différentes remarques. Dernière précision sur le cadre contentieux. Comment faire le lien entre les moyens de droit qu'on va soulever et l'acte faisant grief qu'on vient d'identifier. En fait, il y a une voie de droit prévue par le traité, en l'occurrence le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'on appelle la voie de l'exception d'illégalité. Dans la mesure où vous n'avez pas attaquer directement le règlement, qui est un acte de portée générale, mais que vous attaquez un acte de portée individuelle, qui est votre bulletin de rémunération, le traité permet d'exciper, ou si vous préférez, permet de faire valoir l'illégalité d'un acte de portée générale, en l'occurrence ici les deux règlements du 16 avril dernier, à l'occasion de leur mise en œuvre à travers un acte de portée individuelle. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. L'administration, qui pourra d'ailleurs peut-être nous confirmer si elle est représentée ici, n'a fait qu'appliquer à travers
le bulletin de salaire, le règlement que lui impose de faire respecter le législateur, évidemment. Et donc c'est à l'occasion d'une contestation de l'acte individuel que l'on va dire, attention, cet acte individuel repose, met en œuvre un règlement dont on estime qu'un certain nombre de dispositions sont illégales. D'accord ? Donc c'est une petite leçon ici de contentieux, mais qui est important à comprendre pour faire le lien entre l'illégalité qu'on va essayer de postuler des deux règlements et votre acte individuel que vous estimez vous faire grief à travers le bulletin de rémunération. Alors maintenant la question se pose, en quoi peut-on considérer que ces deux règlements qui portent adaptation salariale sont contraires au droit de l'Union, sont contraires à un certain nombre de règles et de principes généraux du droit de l'Union. C'est l'objet de notre quatrième volet sur l'identification des moyens de droit à soulever et qu'on vous propose de soulever dans votre réclamation. Mais là, on va se répartir un peu les moyens. Évidemment, par définition, ces moyens sont d'intensité et d'intérêt peut-être inégal, mais ça c'est une autre histoire. L'idée ici, c'est de tenter de mettre sur pied et sur la table le plus grand nombre de moyens possibles qui nous semblent intéressants de faire prospérer. Évidemment, si vous estimez qu'il y en a d'autres qui pourraient être avancés, nous sommes ouverts. Je lance un appel d'ailleurs aux confrères qui sont à Luxembourg. Évidemment, il s'agit d'améliorer le système, le dispositif, au mieux de vos intérêts. Voilà, donc nous avons identifié à ce stade 5 principaux moyens de droit, et je vais demander à ma consoeur Nathalie Flandin peut-être de présenter les deux premiers par exemple. Merci Stéphane. Voilà, donc 5 moyens de droit ont été développés dans le cadre de ce projet de réclamation. Les deux premiers que nous avons soulevés sont des moyens qui sont des moyens plus de violation de forme substantielle, nous dirons. C'est des moyens plus de forme par rapport aux autres moyens qui sont des moyens plus de fond, des moyens de violation de forme qui sont des violations de forme tellement importantes qu'elles sont dites substantielles, selon c'est ce qu'on dit généralement dans les arrêts de la Cour. Ces violations sont telles qu'elles peuvent entraîner la reconnaissance de l'illégalité des règlements que nous attaquons. Alors, le premier moyen, c'est un moyen un peu technique qui consiste à dire que ces règlements ont été adoptés sur une base juridique qui est issue d'un acte de droit dérivé. Alors, on va expliquer un petit peu ce qu'on entend par ce moyen, qu'est-ce qu'on a voulu dire. Alors, il y a d'abord, on va rappeler que selon une jurisprudence constante, le législateur, donc le Conseil et le Parlement, ne peuvent adopter des actes juridiques que sur une base qui vient du traité, et non sur une base qui vient d'actes de droit dérivé, comme par exemple un règlement, un autre règlement. Et où trouve-t-on, dans des règlements, où trouve-t-on l'endroit où l'on peut voir de quelle base juridique il s'agit? Il suffit juste de regarder les visas des règlements. C'est dans les visas, au tout début des règlements, qu'on voit sur quelle base juridique ils ont été adoptés. Alors, nous avons repris les règlements 422 et 423 et nous avons regardé les visas, c'est les vues, c'est vraiment au tout début du texte. Et que trouvons-nous? Nous voyons qu'il y a une référence, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est un premier visa, d'autres visas sont énoncés, et encore on voit, vu le statut, notamment l'article 10 de l'annexe 11 du statut. Et alors là, on s'est fait cette réflexion. Il y a le traité qui est visé en tant que tel, mais de façon générale. Il n'y a pas une disposition précise dans le traité qui est visée. Donc, selon, là encore, une jurisprudence constante, cela ne constitue pas une base juridique claire qui permet de déterminer sur quel article du traité précisément on se base. Donc ce n'est pas dans le traité qu'il y a une base juridique. Où trouve-t-on la base juridique?
dans l'article 10 de l'annexe 11, donc la fameuse clause d'exception qui est visée. Donc voilà la base juridique de ces règlements. Mais alors, la réflexion que nous nous sommes faite, c'est qu'il s'agit d'une base juridique qui est issue d'un acte de droit dérivé, puisqu'elle vient du statut. Il s'agit donc d'un règlement. Donc on se retrouve dans la situation où le législateur adopte un règlement sur la base juridique d'un autre règlement qu'il a lui-même adopté. Alors, selon une jurisprudence que nous estimons constante, nous estimons qu'il s'agit là d'une irrégularité de forme substantielle, car le législateur ne peut pas s'octroyer un tel pouvoir. Ce tel pouvoir ne peut venir que du traité. Donc on cite dans la réclamation cette jurisprudence et nous développons l'idée selon laquelle admettre que le législateur puisse ainsi s'octroyer un tel pouvoir sur la base d'un acte de droit dérivé aboutirait à une situation où on remettrait en cause un équilibre institutionnel qui est prévu par le traité, aboutirait aussi à la situation où on donnerait un acte de droit dérivé la primauté par rapport à un acte de droit primaire, le traité. Alors voilà, nous estimons qu'au vu des visas qui sont repris dans le règlement, ces deux règlements, le 422 et le 423, ont été adoptés sur une base juridique de droit dérivé et donc sont, pour cette raison, entachés d'une illégalité de forme substantielle. Donc ça, c'est le premier moyen assez technique que nous développons. Le deuxième moyen est plus classique. C'est un moyen qui consiste à dire que ces règlements ont été adoptés en l'absence de motivation. Alors là, c'est vrai que c'est un argument plus classique. L'absence de motivation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout acte législatif qui est adopté par l'institution, l'institution, auteur de l'acte, doit faire apparaître son raisonnement de manière claire et précise, de façon à permettre aux intéressés de connaître exactement les justifications de ce raisonnement, mais aussi de façon à permettre à la Cour d'exercer son contrôle. Donc il y a là encore une jurisprudence constante qui donne l'obligation de motiver les actes que l'institution adopte. Là encore, nous estimons, nous avons regardé, nous sommes penchés sur les deux règlements, le 422 et le 423, et nous avons regardé où était la motivation et en quoi elle consistait. Donc on trouve la motivation de ces règlements dans leur considérant numéro 4, où on lit, je les reprends rapidement, sur base des données économiques et sociales pour la période allant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012. Alors, sur base de ces données économiques et sociales, je passe, il est approprié, et c'est là où on trouve la motivation, il est approprié de fixer l'adaptation des rémunérations, donc à 0,8% en 2012 et à 0% en 2011. Voilà toute la motivation qu'on trouve dans ces règlements. Ce faisant, ces règlements n'expliquent pas pourquoi, en 2011 et 2012, pour procéder à ces adaptations, 0% et 0,8% ces pourcentages sont les mieux à même à répondre à la situation de crise économique. C'est juste cette phrase qui sert de motivation. Alors c'est vrai, et là il faut bien être clair sur ça, que le Conseil et le Parlement sont libres et disposent d'une marge de manœuvre très importante pour décider des adaptations des rémunérations. Nous considérons, ils sont libres de décider de ces pourcentages, nous considérons cependant, et c'est notre argument, que cela ne saurait supprimer l'obligation de dire en quoi ces pourcentages sont appropriés. Alors, nous rappelons dans notre argumentation aussi, pour la soutenir, que la nouvelle version de l'annexe 11 qui est prévue dans le statut nouvelle version prévoit, donc dans la clause d'exception, la nouvelle version de la clause d'exception qui est prévue, le texte prévoit des paramètres de calcul
même si on est dans une situation de clause d'exception, ce qui n'était pas le cas avant. La version de l'article 11 qui s'applique au cas d'espèce ne prévoit rien, aucune méthode de calcul. Dans la nouvelle version, il y a désormais une méthode de calcul. C'est dire que on peut penser que le législateur a trouvé nécessaire que même dans une situation de crise économique, et même quand on appliquait la clause d'exception, il était nécessaire de donner un minimum de paramètres de calcul pour comprendre pourquoi on a abouti à tel pourcentage. Ce n'est pas le cas de l'ancienne version, et c'est l'ancienne version qui s'applique. Donc, eu égard au fait que ce soit l'ancienne version qui s'applique, qu'il n'y a donc aucun paramètre de prévu, nous estimons légitime de soutenir le point que le législateur aurait pu au moins, dans le considérant des règlements, expliquer un peu plus pourquoi il adoptait ces pourcentages. Or, tout ce qu'il consiste à dire, toute la motivation qu'il avance, c'est de dire que ces pourcentages sont appropriés. Donc nous estimons que là, il y a un moyen, et nous développons ce moyen, nous estimons qu'il y a une absence de motivation dans l'adoption de ces règlements, et c'est une violation que nous estimons de forme substantielle, qui est le deuxième moyen que nous développons. Maître Rodriguez va développer les 3 autres moyens maintenant, il va vous les expliquer. Voilà, merci. Oui, les 3 autres, pourquoi on a regroupé également les 3 autres moyens, parce qu'ils sont intimement liés, nous semble-t-il, et évidemment partent de la même philosophie, en quelque sorte. Donc ces moyens sont ceux du respect des droits acquis, de vos droits acquis, du respect du principe de proportionnalité et du respect de votre confiance légitime. En sachant, je répète, qu'il s'agit de moyens très proches, mais on a préféré à ce stade tenter de les approcher de manière individuelle. S'agissant du principe de respect des droits acquis, comme l'a rappelé Maître Flandin, a priori le pouvoir législatif ou le pouvoir réglementaire est libre d'apporter des modifications au statut si c'est conforme à l'intérêt du service, mais il est bien indiqué dans la jurisprudence que ces modifications doivent tenir compte de la sauvegarde de vos droits tels que régulièrement acquis. Et donc l'idée, c'est d'essayer de défendre que vous avez en fait un droit acquis à ce que vous puissiez bénéficier d'une évolution de votre pouvoir d'achat qui soit en quelque sorte parallèle, qui suive l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires nationaux. Pourquoi ? Parce que c'est le principe même qui fonde le dispositif d'adaptation salariale, et que ce dispositif est donc, on peut le considérer comme étant un élément essentiel de votre rémunération, ou à tout le moins une condition essentielle de votre relation avec votre employeur. Et que dans ce cas-là, ce droit est par définition malmené, voire remis en cause par justement les adaptations 2011 et 2012. Et ce d'autant plus qu'il s'agit évidemment de mettre en perspective l'impact de ces 2 adaptations avec le résultat d'un certain nombre de dispositions résultant du nouveau statut. Et je pense notamment au gel des rémunérations qui a été décidé avec le nouveau statut, ou encore au prélèvement de solidarité, pour lesquels d'ailleurs d'autres réclamations ont été préparées à votre intention. Et donc il y a une sorte d'effet cumulé qui conduit précisément à remettre en cause ce droit acquis à l'évolution de votre pouvoir d'achat de manière parallèle à celle des fonctionnaires nationaux. Et donc c'est dans ce sens que l'on aimerait plaider la violation d'un droit acquis. Avec la difficulté, et s'il faut être très clair évidemment, avec la difficulté qu'il s'agit d'apprécier dans un effet cumulé, d'une part avec les effets de la réforme de 2014, et la question de savoir si on peut véritablement parler d'un droit acquis en matière d'évolution salariale. Bon, voilà. Mais on est là aussi pour évidemment en discuter et pour faire valoir notre point de vue.
Quatrième maintenant moyen de droit, celui de la violation du principe de proportionnalité, qui est un autre grand principe général du droit de l'Union, qui veut que lorsqu'il y a une modification qui est apportée, le législateur peut évidemment doit la justifier par des objectifs précis et doit faire en sorte que les modifications soient proportionnées à l'objectif poursuivi. Alors, outre le fait qu'on a fait remarquer que l'objectif, la justification de ces modifications laisse à désirer, on a pu comprendre que le principal objectif était de tenir compte de la crise. C'est en tout cas l'objectif qui est affiché par les règlements. Or, on part du principe qu'il nous semble que cet objectif ne suffit pas en soi pour justifier les deux règlements, car à côté il y a un autre objectif tout aussi louable, tout aussi légitime, c'est de permettre notamment à l'administration de disposer d'un corps de fonctionnaires les plus capables et au niveau le plus élevé de professionnalisme notamment, et qu'à cet égard, eh bien, le fait de ne pas avoir pris en compte également cet objectif affaiblit en quelque sorte le seul objectif affiché, qui est celui de répondre à la crise, de tenir compte de la crise. Et donc en ce sens, on essaye de plaider que les adaptations qui ont été retenues, 0 et 0,% sont disproportionnées finalement par rapport aux deux objectifs qui auraient dû être pris en compte par le législateur, et là encore, du fait de l'effet cumulé de ces adaptations avec les dispositions du nouveau statut, eh bien, il y a violation du principe de proportionnalité de ces adaptations. Enfin, cinquième et dernier moyen, là encore, je le répète, qui est particulièrement lié également à l'idée de droit acquis, c'est le principe de confiance légitime. Il ressort en effet de la jurisprudence que là encore, si le législateur est toujours libre d'apporter des modifications aux règles du statut lorsqu'elles sont conformes à l'intérêt du service, c'est à condition tout de même, dit la Cour, de fixer une période transitoire d'une durée suffisante pour éviter des modifications trop brutales, en quelque sorte, pour éviter une modification trop brutale de votre situation. Nous partons alors du principe que cette obligation de prévoir en quelque sorte une progressivité n'a pas été finalement respectée par les règlements, puisqu'en fait, ne serait-ce que pour 2011, il n'y a pas d'adaptation salariale, puisque le taux a été fixé à 0, et que c'est une adaptation beaucoup trop brutale, qui ne tient pas compte de la progressivité et qui est requise par la confiance légitime que vous pouviez avoir à une évolution de votre pouvoir d'achat. Voilà donc en résumé, évidemment de manière très succincte mais volontairement concise pour comprendre la logique plus que évidemment le déroulé précis et technique de l'argumentation, mais la logique d'ensemble qui porte le projet de réclamation et qui vise donc à constater que du fait de ces moyens, les deux règlements sont illégaux, et partant, le bulletin de rémunération que vous avez reçu ne pouvait pas être établi comme tel, puisqu'il se fonde sur deux règlements dont on peut juger l'illégalité manifeste. Voilà, Monsieur le Président, pour une présentation très, très courte. Mais volontairement courte pour pouvoir susciter le débat. Tout à fait, et je vois que l'effet a été atteint, parce que si je vois le nombre de personnes qui veulent intervenir, le débat sera... Mais si vous en êtes d'accord, je proposerai de compléter la présentation technique par les interventions des confrères qui sont...